sur Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois 100 voix 100 courbettes, l'émission à Racal du mardi 18 février 2020, avec dans sa partie artistique une relation de notre Viron au musée Zadkine à Montparnasse. Sur le rêveur de la forêt. Voilà. Alors, je vais commencer par lire un extrait. Alors, trouver des extraits sur la forêt ou des poèmes sur la forêt, il y a vraiment, il y a grand choix. Et en fait, j'ai choisi un livre de Richard Powers qui s'appelle L'Arbre Monde. C'est un livre que j'ai lu récemment sur des conseils d'une copine. C'est un très très beau livre qui, à travers le parcours de neuf personnages, en fait, nous raconte un petit peu quelle est un peu une histoire de la forêt, notre relation aux arbres et au monde virtuel. Enfin, fait tout un récit autour de ça, parle du drame écologique et comment tous ces personnages vont se retrouver finalement pour aller sauver un séquoia géant. Et donc là, c'est l'extrait que je choisis est dans l'histoire de Pat Westford qui elle a fait des études sur la forêt et qui raconte là un petit peu comment elle évolue. Au début des années 1980, Patricia part vers le nord-ouest. Des géants poussent encore dans le bas du 48e parallèle, en poches anciennes éparpillées de la Californie du Nord à l'État de Washington. Elle entend voir à quoi ressemble une forêt intacte tant qu'il en reste à voir. Les cascades de l'Ouest par un septembre humide, rien dans son expérience ne l'y a préparé. À mi-distance, sans point de repère pour donner l'échelle, les arbres ne paraissent pas plus gros que les plus gros des sycomores et des tulipiers de l'Est. Mais de près, l'illusion se dissipe et elle s'abîme dans le contraire de la raison. Elle en est réduite à regarder, éclater de rire et regarder encore. Sapins cigus, sapins géants, cyprès jaunes, sapins de Douglas, des remparts arc-boutés de conifères monstrueux disparaissent dans la brume au-dessus d'elle. Des épicéas enflent en eux gros comme des minivanes. À poids égal, un bois plus solide que l'acier. Un seul tronc suffirait à remplir un grand camion de bûcheron. Même les rejetons d'ici sont assez gros pour dominer une forêt de l'Est, et à chaque hectare contient au moins 10 fois plus de bois. Sous ces géants, plongés dans le sous-bois, le corps de Pat paraît monstrueusement petit, tel l'un de ces lutins qu'enfant elle confectionnait avec des glands. Un nœud dans l'une de ses colonnes d'air solidifiées pourrait lui faire une maison. Cliquettements et jacassements troublent le silence de cathédrale. L'air est d'un tel vert crépusculaire qu'elle a l'impression d'être sous l'eau. Il pleut des particules, nuages de spores, toiles d'araignées rompues et pellicules de mammifères, mythes ossifiés, miettes de poudre d'insectes et de plumes d'oiseaux. Tout grimpe sur tout, pour se disputer des reliefs de lumière. Si elle reste immobile trop longtemps, les lierres vont la submerger. Elle marche en silence, écrase 10 000 invertébrés à chaque pas, guette des traces en un lieu où au moins l'une des langues indigènes utilise le même mot pour empreinte de pas et pour compréhension. La terre cède sous elle comme un matelas crevé. Une crête exposée la conduit à une cuvette. Elle agite devant elle son bâton chantant, et la température dégringole lorsqu'elle franchit un rideau thermique. La canopée est une passoire qui pommelle de points de soleil les surfaces grouillantes de scarabées. Pour chaque gros tronc, ce sont 100 arbrisseaux qui se blottissent en litière parmi les déchets. Polystiques à épais, hépatiques trinitaires, lichens et feuilles minuscules comme des grains de sable tachent chaque centimètre des souches spongieuses et englouties. Les mousses elles-mêmes sont denses, telles des forêts minces comme ongles. Voilà, c'est un extrait parmi d'autres. En fait, dans toute l'histoire de Pat, il y a beaucoup de descriptions de forêts. Il va y en avoir sur les trembles, sur les sapins Douglas, et surtout son histoire à elle, qui en fait va découvrir comment les arbres communiquent entre eux par l'intermédiaire du mycélium et des champignons. Alors c'est un livre c'est un gros livre qui doit faire 700-800 pages, mais c'est vraiment très bien écrit. C'est vraiment un livre que je conseille, quoi. Sous la brise légère, les peupliers palpitent comme des fontanelles, éternel nouveau-né, à peine un souffle d'air. Les peupliers s'agitent comme dans tes prunelles, l'air de n'y pas toucher, rien, même pas un fil,
n'oscillerait à peine, même pas brin de laine, n'ondulerait un brin. Et pourtant sous tes cils, les peupliers frissonnent, c'est l'amour en personne, peuplier riverain, peuplier frémissant, comme le sont tes lèvres en la matière orfèvre, ô ce souffle incessant, éclat multiplié, brillant mât de cocagne, il se saoule au champagne, s'il boit le peuplier, compagnon de la nuit, compagne, il faut qu'on dorme, dorme le chêne et l'orme, le peuplier attend, l'amour meurt à minuit, halte les cœurs qui vivent, les peupliers eux vivent, fontanelle du temps. Les peupliers eux vivent, fontanelle du temps. Les peupliers, Pierre Louki. Oui, toujours l'émission à Racaille, consacrée aujourd'hui environ au musée Zadkine la semaine dernière. Donc voilà, tout ça, tranquille. Et aujourd'hui, maintenant, on va passer donc un petit peu à la bio de Zadkine pour voilà, on l'a déjà raconté quand on a parlé de ce musée. C'est pas la première fois qu'on va dans ce musée. C'est vrai que c'est un endroit qu'on aime bien vers le métro Raspail. Là, c'est rue d'Assas, c'est au 100 rue d'Assas, et c'est une petite maison, un atelier musée qui est coincé entre maintenant des immeubles, mais qui à l'époque devait être plus dégagé. Et il y a ces petits jardins, ces petits espaces d'exposition. Alors, qui est cet Ossip Zadkine ? Ossip Zadkine, né en 1890 à Vitebsk, aujourd'hui c'est en Biélorussie. Donc il est issu d'une famille juive, de lettrés, mais qui s'est converti à la religion orthodoxe. Donc lui, il est élevé loin des préoccupations religieuses et il grandit en fait entre la maison de bois de Smolensk, le domaine de l'oncle maternel qui est sur les rives de la Dwima, et la chair profonde des forêts de pins. Voilà, donc très tôt s'impose la nécessité pour lui de dessiner tout et à tout moment. Et c'est la découverte d'un bloc de terre glaise dans le jardin qui va l'éveiller chez lui, en fait, vers l'âge de 12 ans, en fait, cette passion du modelage. Et son premier atelier de sculpture sera improvisé dans un coin de la bibliothèque paternelle. En 1905, ses parents l'envoient dans le nord de l'Angleterre pour qu'il s'inscrive à l'art school locale, pour qu'il puisse s'initier à la sculpture sur bois. Et là, il rejoint un ami à Londres, donc sans l'assentiment de son père qui va lui couper les vivres. Et il s'inscrit au cours du soir du Regent Street Polytechnicum et il passe tous ses dimanches au British Museum. Donc pour survivre, il va se faire embaucher chez des artisans du meuble du quartier East End et là on va lui confier des ornements à tailler. Donc fort de cet apprentissage, il réalise ses premières sculptures en taille directe et là il retrouve le chemin de la maison familiale et il se réconcilie avec son papa. Et là son père prend la décision de l'envoyer à Paris, il dit là où l'on devient sculpteur. Donc à l'automne 1910, Zadkine pose ses valises dans un hôtel du quartier latin. Décembre 1910, il s'inscrit à l'école des beaux-arts et au bout de 6 mois, il déserte. En fait, la découverte de la sculpture égyptienne au Louvre et le choc d'une tête romane le persuade en fait de chercher la vie plutôt dans la simplification ou l'accentuation des formes. Et comme d'autres sculpteurs de sa génération, comme Modigliani, Archipenko, Gaudier-Bresca, Zadkine va remonter aux sources vives de l'archaïsme. Et sa seule nécessité, c'est se mettre au service du bois ou de la pierre sans revêtir en fait cet académisme. Donc un manifeste pour la technique de la taille directe que Zadkine pratique dès 1911, qui est replié dans le quartier de Brie de son atelier de la Ruche. En 1912, il s'installe au 114 rue de Vaugirard, c'est près du carrefour Vavin et du café La Rotonde. On est en plein cœur de l'art moderne de Montparnasse. Donc là, il croise
Matisse, Picasso, il approche Apollinaire et il partage avec Modigliani le temps des vaches maigres. Le salon d'automne de 1913 lui vaut son premier collectionneur, qui est Paul Rodokanaki, qui va acquérir plusieurs de ses œuvres et lui procurer un nouvel atelier qui sera plus vaste et ensoleillé. Ça sera au 35 rue Rousselet. 1914, la France et l'Allemagne entrent en guerre et Blaise Cendrars lance un appel à la mobilisation des étrangers amis de la France. Donc en janvier 1916, Zadkine signe son engagement volontaire. Il est incorporé dans le 1er régiment étranger et là il sert dans une section de brancardier infirmier et au mois de mai il est affecté à l'ambulance russe en Champagne. Donc caserne, obus, tranchées, évacuation des blessés, mutilés, salle d'hôpital, etc., etc. Il est gazé à la fin du mois de novembre, donc il est évacué et hospitalisé à son tour. Et il sera réformé en octobre 17. Et là, il retrouve la rue Rousselet avec une santé quand même bousculée et un moral en berne. Donc il rapporte une quarantaine d'œuvres sur papier qu'il a exécutées dans l'urgence sur place, au crayon, au fusain, à l'encre, quelques aquarelles, et la force d'expression de ses dessins l'incite à en graver une vingtaine qu'il fait paraître en album sous le titre 20 aux fortes de guerre, soldat par Ossip Zadkine, donc soldat au 1er régiment étranger affecté à l'ambulance russe aux armées françaises. Son ami Henri Ramel l'invite à passer l'été près de Montauban, dans le village médiéval de Bruniquel, et là Zadkine va se retrouver en harmonie avec l'espace naturel et son environnement. Donc portes et fenêtres taillées dans la pierre avaient pour moi un beau langage grave, et il expose donc avec Ramet à la galerie Chaplotti à Toulouse, et là il présente plusieurs œuvres sur papier et 4 sculptures. Le peintre Roger Bissière, peintre dont on a parlé quelques fois dans cette émission, signe le catalogue, et en 1919 Valentine Prax, une jeune femme peintre, devient sa voisine rue Rousselet, et tous deux partagent donc l'exil et les bonheurs âpres de la bohème. Donc ils se marient en août 1920 à Bruniquel, et 2 mois auparavant, Zadkine avait organisé sa première exposition personnelle dans son atelier. Il est naturalisé français et il voit entrer au musée de Grenoble son tigre en bois doré et une tête de jeune fille en marbre. Il quitte ensuite l'atelier de la rue Rousselet, il va se retrouver donc rue d'Assas, là où est actuellement le musée, et sa notoriété se confirme. Il fait plusieurs expositions personnelles. Et sous l'effet de la crise économique ensuite, en fait, il perd un peu ses collectionneurs, et donc il va retourner au Quercy, un pays qu'il avait découvert à l'été 1918, et donc Zadkine et sa femme là vont trouver leur terre dans le village des Arcs, où il y a actuellement aussi un musée Zadkine. Donc c'est une grande maison délabrée avec une grange, et il s'installe en 1934. Et c'est une terre à laquelle Zadkine doit s'arracher après la défaite de la France et la mainmise des nazis. À la fin de mai 1941, donc il obtient un visa pour les États-Unis. Donc il embarque à Lisbonne en 1941 sur l'Excalibur. C'est le dernier bateau américain qui quitte l'Europe. Là, il s'installe à New York. Il prend un atelier dans le quartier de Greenwich Village. Et tout est à improviser, à recommencer, mais en fait le cœur n'est pas à la sculpture, il reçoit trop de mauvaises nouvelles de la France et trop de lettres rares de Valentine qui elle est isolée, harcelée et sidérée par tout ce qui se passe en France. Pierre Matisse va l'inviter à participer à une exposition des artistes en exil, dont on retrouve là tous ces artistes qui étaient partis, Léger, Chagall, Lipschitz, et Zadkine là-bas mène une activité d'enseignant. Et il va rentrer en France également bien ravagé. Il reprend sa vie dans la terre du Quercy. Donc son art retrouve au sein de tout ce chaos une unité de mouvement et d'élan. Et il va se souvenir de toutes ces villes fracassées par la guerre, Le Havre, Rotterdam, et ça va lui dicter un projet de monument qu'on peut voir d'ailleurs dans le jardin de ce petit musée, La ville détruite, où on voit ces sculptures avec ses bras jetés vers le ciel et toutes fragmentées en fait. Et la municipalité de Rotterdam donc lui passe commande de ce monument en 1950. Donc il poursuit dans son atelier parisien ou à l'Académie de la Grande Chaumière son expérience d'enseignant. Et là, il a une reconnaissance internationale avec des expositions, que ce soit à Paris, à Bruxelles, à Rotterdam ou au Japon.
Il fait ensuite il rédige aussi ses mémoires sous le titre Le maillet et le ciseau, souvenirs de ma vie. Et il songe avec sa femme Valentine à l'ouverture d'un musée. Il y a un premier catalogue raisonné de ses sculptures qui paraît dans la monographie que lui consacre Lionel Gianoux en 1964. Et Zadkine meurt le 25 novembre au matin et il est enterré au cimetière de Montparnasse. Donc voilà un peu sa vie, et on est content que ce petit musée soit là pour nous permettre de replonger dans tout ça, parce qu'il y a toujours... Un petit musée d'ailleurs qui a failli pas exister, puisque pendant la guerre, pendant qu'il était en exil aux États-Unis, il avait mis des gens comme locataires dans cet atelier qui, à la fin de la guerre, voulaient pas quitter le lieu, et il a eu un procès, enfin bref. Ça a coûté de l'argent, ça a coûté du temps, ça a coûté des soucis énormes avant de pouvoir récupérer cet espace qui est aujourd'hui un musée. Voilà, on a failli ne pas avoir de musée Zadkine, enfin en tout cas à cet endroit à Paris. Il est arrivé à peu près la même chose à Chagall, qui son atelier a été récupéré pendant la guerre par, je crois, une nana qui peignait. Et quand il est rentré, toutes ses œuvres avaient disparu, etc. Il les a tous refaites de mémoire, d'ailleurs. Voilà, c'est... Bon, en même temps, pendant la guerre, c'était permis de spolier les Juifs. C'était même un sport national. Voir le père de Garouste qui avait récupéré les magasins Lévitan. J'en ai usé du sentiment, j'en ai usé du boniment, sans que jamais je ne me lance. J'ai respiré tous les parfums, tous les échos jeunes ou défunts, sur ton pavé, vieux Montparnasse. J'ai promené de l'argent long, les rêves d'un vieux vagabond qui traîne sa vieille carcasse. De la coupole au vieux clocher, du départ à l'arrivée, sur ton pavé, vieux Montparnasse. Les trains ne partent jamais vers tous les pays où je vais, lorsque le rêve enfin m'embrasse. Et dans ma tête entourmentée, c'est une ronde endiablée de mille trains, vieux Montparnasse. J'ai jamais eu malheur d'aimer, ni le bonheur de se quitter. Il y a des choses qui prennent trop de place. Mais j'ai aimé un coin de rue qui s'enfonçait dans la cohue de ton pavé, vieux Montparnasse. J'ai soulevé un de tes pavés pour voir si en dessous je trouverais un myosotis, une rose fugace. Je n'ai trouvé qu'un souvenir qui se cachait là pour mourir sur ton pavé, vieux Montparnasse. Des fleurs je sais où en trouver, des roses, des œillets par milliers, où ce qu'on nous met quand on trépasse. Il me suffira de me balader, de temps en temps de me baisser sur ton pavé, vieux Montparnasse. J'ai pas eu droit au bouquet, pas de belle fille à l'arrivée, pourtant j'étais le plus cocasse. Mais on m'a dit d'un ton gentil, tu te cognes trop dur contre la vie, sur les pavés du Montparnasse. Des fleurs t'en fais pas, t'en auras, t'en as vu moins que t'en verras, là où bientôt sera ta place. Tu n'auras plus jamais de soucis, tu ne verras plus le ciel gris sur les pavés du Montparnasse. Ah mille dieux, je pourrais jamais trouver le bonheur à respirer dans les jardins de ce palace. Que le paradis soit foudroyé s'il ne peut pas me ramener dans le quartier du Montparnasse. Pavé du Montparnasse, Denis Escudero. Sur Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille, et on va se finir sur ce viron au musée Zadkine à Montparnasse.
Ouais, le rêveur de la forêt. Alors le rêveur de la forêt, effectivement, une exposition donc autour de la forêt. Bon, imaginez en 3 parties. Il y a la forêt, donc il y a la lisière. Après, il y a une partie consacrée à la genèse de la forêt. Et dans l'atelier de Zadkine, une partie qui est bois dormant, bois charmeur, qui est un peu sur la mythologie relative à la forêt. Bon, tout ça, c'est des mots, voilà. Mais en fait, ce qui nous a intéressé, nous, on n'a peut-être pas forcément senti toutes ces approches différentes. C'est plus les œuvres qui étaient là, une partie des œuvres de Zadkine, et puis d'autres œuvres, peut-être aussi plus contemporaines. Il y avait un mélange un peu de tout ça dans ce musée, donc dans un petit espace, hein, mais avec des choses qui nous ont plu et d'autres moins plu. Ouais, surtout. Ce qui ressortait, enfin pour moi en tout cas, ce sont les œuvres de Zadkine qui à chaque fois me font un bien fou. Voilà, plastiquement c'est magnifique. Il y a de la puissance, il y a de la délicatesse aussi. Voilà, il y a des bois, surtout le bois, parce que c'est une sculpture principalement de bois, quoi, de troncs d'arbres. Voilà, il y a eu quelques sculpteurs comme ça, oui, c'est pas les gros trucs en marbre, en pierre, en bronze, machin, truc chouette, c'est du bois, voilà. Alors du bois, on imagine Zadkine avec sa massette en train de taper des coups de ciseaux sur les troncs d'arbres, mais c'est vraiment des troncs d'arbres, hein. Et comme me rappelait ma camarade Piquet-Cou à l'instant, il a jamais voulu qu'on coupe un arbre pour le sculpter. Il a pris des arbres qui étaient déjà morts, coupés depuis un moment déjà, parce qu'il travaillait dans le bois sec. C'est encore plus dur que de travailler dans le bois qu'on vient de couper. Voilà. Et dont trois morceaux de bois exposés qui sont bouffés par les asticots, qui sont les débris d'une sculpture qui s'appelait comment ? Qui s'appelait la cariatide. La cariatide, voilà. Ouais. Et voilà, qui était apparemment détruite par Zadkine, donc je pense que c'est selon sa volonté, hein, qu'il a laissé vivre comme ça, pas avec le temps, avec la détérioration par les intempéries, quoi. Voilà. Et il en reste 3 morceaux. Moi, c'est ce que j'ai préféré dans l'expo, avec un gros morceau d'arbre à côté. Ensuite, il y a ces 3 débris de la cariatide, puis à côté il y a un morceau de tronc d'arbre avec 2 charpentières qui partent, mais qui sont coupées évidemment, comme le tronc. Et c'est un bois aussi vraiment mangé au mythe. Et le sculpteur c'est pas Zadkine, c'est Ralph Winkler. Voilà, a creusé dedans des petits carrés, voilà. Et c'est magnifique. Alors, pour moi, en tout cas, c'est magnifique. J'y comprends rien. Juste plastiquement, moi, ça me suffit. J'ai pas besoin d'explications. Mais en fait, je suis assez d'accord, effectivement, parce que quand on lit un petit peu soit le dossier de presse ou ce qu'il y a sous chaque œuvre, bon, il y a toute une explication, ça part dans tous les sens et tout. Mais finalement, moi, dans cette exposition, ce qu'on aime, c'est voir les œuvres et ce qu'on ressent par rapport à effectivement, c'est un peu un esprit de la forêt par rapport aux émotions des matériaux. Et moi, je m'aperçois qu'il y a des œuvres plus contemporaines où finalement, c'est plus le bois qui est là, ça va être du bronze ou ça va être recouvert d'or. Et finalement, même si c'est très joli, très fin, je pense à une branche avec des petites feuilles d'or et tout. Bon, c'est joli, mais moi j'aime beaucoup ces matériaux bruts, et effectivement les œuvres de Zadkine là, elles sont d'une puissance incroyable, surtout qu'il y en a certaines qui font 2 mètres de haut, mais que ce soit les petites ou les grandes, en fait ce bois nous parle tout de suite, quoi. Ou même comme il a une tête de granit là, qui est à peine ébauchée, quoi. Il y a ce bloc de granit avec un visage qui apparaît dedans. Bon, c'est pas le bois, mais c'est de matière naturelle, et ça nous plaît, ça plaît énormément, quoi. Et il y a une autre petite tête aussi. Alors il y avait dans la première salle, il y a 3 petites sculptures. Il y en a une, c'était une tête, un bois sculpté de Picasso. Il y en a une autre, c'est Félix Gresset. Donc c'est pareil, c'est un bois avec une tête qui se détache au-dessus. C'est une forme intéressante. Enfin ça nous avait bien plu. Il y a quelques tableaux aussi. Il y a le tableau de Séraphine, l'Arbre du Paradis. Oui, bon, moi j'aime beaucoup Séraphine Senlis, donc c'est pas, voilà.
Non, bien sûr que comme c'est pas une exposition consacrée uniquement à Zadkine, mais que Zadkine fait partie de toutes ces œuvres qui ont dédié en quelque sorte ou inspirées par la nature, avec des matériaux naturels ou pas naturels. Enfin, et évidemment que cette peinture de cette femme, de Séraphine, est à sa place tout à fait là. Mais c'est une explosion de couleurs, hein, alors que toutes les œuvres sculptées qui l'entourent sont plutôt ternes. Enfin, c'est des bois, ou des bronzes, etc. Mais il n'y a pas de couleur. Voilà, il y a un contraste assez saisissant. Mais enfin, c'est la nature, ça fait partie du thème de l'expo. Et le commissaire de l'expo, ou les commissaires, on ne sait pas trop, le conservateur de ce petit musée, ont fait du boulot quand même assez... Oui, c'est abouti, ça fait passer un message. Moi, je ne suis pas très sensible au message que ça fait passer. Comme ma camarade, ce qui m'intéresse, c'est de voir les œuvres, les sculptures. Oui, il y a une cohérence, effectivement. Ouais, à aucun moment on est choqué par la juxtaposition. En fait, tout ça, quand même, se répond bien, que ce soit le contemporain ou les œuvres plus anciennes. Il y a une toile un tableau de Dubuffet aussi, chaussée boiseuse. Là, je ne sais pas si tu te souviens, c'est le Dubuffet un petit peu en relief, en matière naturelle, là, qui était sur un mur, là. Ouais, mais ça, je ne suis pas fanatique de ces histoires de Dubuffet avec il a fait plein d'œuvres avec des feuilles, avec des choses comme ça. Je ne suis pas vraiment... Ou avec des papillons. Enfin bref, c'est des expériences pour moi plus que les œuvres abouties. Ouais, alors dans les œuvres plus modernes, il y a une feuille d'Okuba, c'est Marc Couturier. Bon, là, moi, ça ne me parle pas énormément. C'est une feuille qui est vert lumineuse, vert très clair. Bon, je trouve que là, pour le coup, ça me gênait un petit peu, ce côté presque trop brillant. Par contre, il y a une œuvre de Victor Bronner, La rencontre de bis rue Perel, où là, c'est une œuvre un peu naïve qui fait penser au douanier Rousseau sur un petit peu un fond de jungle. Ça, j'ai bien aimé ce personnage, les deux personnages qui sont à l'avant-plan, qui sont devant cette forêt, oui, blanc, avec des bras. Il y a deux personnages un peu l'un sur l'autre, mais on a du mal à reconnaître un peu qui est la tête et à qui sont les bras. Donc, il y a plusieurs bras, et derrière il y a comme un petit peu un esprit des forêts ou un loup qui serait là avec une flûte. Ça, je trouve que c'était intéressant. Et dans la dernière partie, donc dans la partie de l'atelier de Zadkine, qui se veut un peu sur la mythologie, c'est un bronze, et ça m'a bien plu quand même, d'Eva Jospin, La forêt noire, où c'est comme un panneau avec justement tous ces troncs entremêlés et tout ce qu'on peut imaginer qui se passe dans les interstices de cette forêt, quoi. Oui, parce qu'il y a là un petit atelier qui était probablement l'atelier de Zadkine, voilà, mais c'est tout petit, hein, mais c'est bon, voilà, et il y a quelques troncs énormes là-dedans aussi, et puis d'autres œuvres d'autres artistes, voilà. Et puis aussi, ah oui, il y avait dans un petit recoin une peinture très particulière. Comment il l'appelait cette peinture, avec... J'ai pas son nom en fait. Ah mince, si, c'est une chose sur la forêt. Enfin, c'est une peinture en relief, en profondeur en tout cas, faite avec de l'huile, mais c'est un petit peu la technique de Eugène Leroy. Moi, je croyais que c'était un Eugène Leroy, mais non, c'est pas un Eugène Leroy. Et moi, j'étais vraiment... alors, il y avait deux vieux schnocks, là, deux vieux bourges, dont avec une écharpe rouge. Bon, ça me fait toujours marrer, ces gens avec des écharpes rouges. Et qui est qui avait l'air de trouver ça ridicule, mais pas moi du tout, j'ai pas trouvé ça ridicule, j'ai trouvé au contraire que ça mettait un petit peu ça pétait, quoi. Ouais. Par contre, c'est un peu dans ce petit recoin, avec à côté il y a une vidéo avec une installation, et là moi j'ai émotion zéro, quoi. Oui, parce que j'ai pas compris ce que ça voulait raconter. Enfin, je trouve que ça c'était complètement inutile. Dans l'exposition, si j'avais quelque chose à enlever, ce serait vraiment cette installation. C'est une incursion de l'art contemporain dans un milieu qui n'est pas du tout adapté à ce genre d'exhibition. Ouais. Voilà, c'est bon. Ouais.
Parce que dans cette partie, par exemple, alors c'était très drôle, c'est que il y a une tête de faune et en fait c'est Jean Cariès et on a vu alors la même tête de faune justement au musée Bourdelle la semaine d'avant dans les contes étranges de Jacobsen et donc c'était très drôle de se retrouver à nouveau devant ce et qu'est-ce qu'elle a dit, la gardienne? C'était pas la même matière. Ah bon? Voilà, mais c'est exactement la même tête, c'est le même travail. Enfin c'était assez drôle quoi. Ouais. Alors sinon toi t'aimes moins, mais il y avait aussi une gravure de Moon que moi j'aime bien. C'est un homme et une femme qui partent dans la forêt. Bon, j'aime bien parce que c'est du bois gravé, que il y a des noirs, des blancs et que c'est quelque chose qui est fort au niveau plastique. Donc il y avait une gravure aussi dans la première salle de Gauguin, aussi Noah et dans les contes de Jacobsen, il y avait aussi une gravure de Gauguin, pas la même, mais c'est drôle de voir que les œuvres peuvent se recouper comme ça selon les thèmes quoi. Et puis il y a le petit jardin aussi, voilà, qui est resté dans son jus. Et avec beaucoup de sculptures, beaucoup de bronzes, parce que ce sont des bronzes, là, dont les deux frères Van Gogh, Théo et Vincent. Et Vincent, voilà. Toute petite sculpture, le couple, là, quand on rentre dans le jardin, c'est la première petite sculpture à droite, là, qui est un peu cachée d'ailleurs. Le reste sont des sculptures, des projets pour justement ces villes détruites comme Rotterdam, etc. Alors, c'est vraiment du Zadkine pur et dur. On ne peut pas dire le contraire, hein, on le reconnaît tout de suite, voilà. Non, on aime. D'ailleurs, il y a un Zadkine aussi à Montparnasse, quand on revient par le boulevard Édouard Quinet, au bout, là, en longeant le mur du cimetière, au bout du boulevard Édouard Quinet, de la place qui est au milieu, là, il y a un Zadkine aussi, voilà. Très beau Zadkine, avec un regard en face assez loin, un immeuble d'atelier d'artistes, un truc. Alors, enfin, je pense qu'il n'y a plus d'artistes là-dedans. Dans la rue Campagne Première, là. Ouais, des lofts de gens qui ont un peu d'argent, quoi, si on peut dire ça, des choses gentiment. Non, c'est vraiment un musée à découvrir. Et pour la première fois, on n'était pas tout seul. C'est-à-dire que on a fait la queue. Ça nous était jamais arrivé en allant au musée Zadkine d'attendre. Et donc, d'après les gens à l'accueil, en fait, c'est la fin des grèves, la bonne presse qu'il y a autour de cette exposition. Donc, on ne pouvait pas rentrer tous ensemble parce qu'effectivement, les espaces sont quand même petits parce que c'est des petites salles. Et en plus, par exemple, la première salle, il y a une partie centrale. Donc, effectivement, c'est pas facile de pouvoir se mouvoir un peu partout. Donc, il faut mieux effectivement réguler les entrées, mais bon, on a attendu 10 minutes parce que l'exposition en fait on l'a fait quand même assez rapidement quoi. Et quand on est sorti, il y avait toujours la queue. Ben là, tant mieux. Tant mieux que ces musées soient visités. Je trouve que c'est quand même c'est des lieux à connaître quoi, tous ces petits havres de paix qui sont là en plein cœur de Paris. Sauf peut-être que c'est à cause de ce qu'on était en semaine. Et il n'y avait pas beaucoup de jeunes visiteurs. Donc moi je trouve ça toujours un peu triste. Voilà, quand il n'y a pas de jeunes visiteurs, parce que il faut que les jeunes générations se frottent un peu à Zadkine. Et puis surtout à l'histoire de ces artistes du 19e, de Montparnasse, qui ont tous été dans une mouise noire, et qui ont subi les ravages de la guerre, etc., etc., etc. Et voilà, c'est quand même un morceau d'histoire de France, un morceau d'histoire de l'art très 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 important, complètement inédit. Les artistes n'ont jamais été, si vous voulez, au cours de l'histoire de l'art, dans des situations aussi précaires que celles des artistes de Montparnasse, on pourrait dire la même chose des artistes de Montmartre. Voilà, c'est un peu triste aussi de voir qu'en se baladant dans ces lieux mythiques, il reste très très peu de traces, si vous voulez, de ce Montparnasse du 19e siècle, quoi. Par la rotonde, mais comme c'est le QG de Macron, on va pas non plus s'extasier devant la rotonde, hein. Ouais, c'est vrai qu'à Montmartre, on est plus imprégné par cet esprit bohème et artistique, mais il faut dire que Montmartre, géographiquement, en fait, s'y prête aussi à garder de toute façon une âme. Montparnasse, effectivement, avec des allées plus larges, des maisons qui ont été détruites. Si on rentre pas dans les cours et les intérieurs, on peut pas s'imprégner de cet esprit, en fait.
Sauf le petit musée Zadkine, hein, qui Voilà. est resté dans son jus. 100 rue d'Assas, métro Raspail, où on peut venir par le Luxembourg, Enfin, c'est c'est une tout rue près. ou une C'est une rue, impasse? c'est une rue. Là aussi? Oui, c'est une rue. La rue d'Assas, c'est la grande rue qui va jusqu'à Ouais, mais Luxembourg. l'atelier. L'atelier, c'est une entrée, en fait, c'est une Ah, cour c'est une intérieure. entrée. Ah, oui, d'accord. Maintenant, qui est bordée d'immeubles, donc Je l'ai ça dans effectivement. la tête. Voilà, c'est bordé d'immeubles, donc effectivement, quand on est dans le jardin, on voit quand même des immeubles qui cachent un petit peu la vue, mais voilà, on ferme ses écoutilles et on se concentre sur les œuvres de Zadkine et sur les petits des arbustes et le jardin, quoi. Voilà, tout à fait. Non, on a, de toute façon, sur le musée Zadkine, comme beaucoup de musées de taille modeste, à Paris, il y en a, hein. Il y a Marmottan et compagnie, quoi. L'accueil est toujours très, très convivial. On est loin des réservations du Louvre et d'Orsay, hein. Moi, ça va devenir des ennemis jurés, ces deux musées nationaux, parce que vraiment, c'est l'usine à touristes, là. Comment on peut voir, sentir l'art, les œuvres, dans ce tohu-bohu permanent, quoi. Je comprends pas comment on peut présenter. Voilà, j'ai connu le musée du Louvre quand j'étais gamin. Je dois dire, on pouvait se balader tranquillou, il y avait quasiment personne. C'est un peu égoïste peut-être, mais je pense pas que le tourisme artistique de masse permette, si vous voulez, de rentrer dans l'intimité des œuvres, de sentir un petit peu ce qui se passe. Voilà, on voit des choses, on voit des images, comme quand on ouvre un livre d'images, quoi. Voilà, on regarde les images, mais on n'est pas du tout dans les œuvres, je pense pas. Enfin, voilà. Surtout quand c'est des armées de retraités ou de gens avec des appareils photo, on entend des clics-clacs, les flashs, etc. Bon. Voilà, faut mieux aller rêver dans la forêt au musée Zadkine. Oui, tout à fait. Ou aller carrément à Fontainebleau, dans la forêt. Au bois Clamart, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Au bois de mon cœur, au bois de mon cœur. Au fond de ma cour, je suis renommé. Au fond de ma cour, je suis renommé. Je suis renommé pour avoir le cœur mal famé, le cœur mal famé. Au bois de Vincennes, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Au bois de mon cœur, au bois de mon cœur. Quand il y a plus de vin dans mon tonneau, quand il y a plus de vin dans mon tonneau, ils n'ont pas peur de boire mon eau, de boire mon eau. Au bois de Meudon, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Au bois de mon cœur, au bois de mon cœur. Il m'accompagne à la mairie, il m'accompagne à la mairie. À la mairie, chaque fois que je me marie, au bois de Saint-Cloud, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Au bois de mon cœur, au bois de mon cœur. Chaque fois que je meurs fidèlement, chaque fois que je meurs fidèlement, fidèlement, ils suivent mon enterrement, mon enterrement. Des petites fleurs, des petites fleurs. Au
bois de mon cœur, au bois de mon cœur. Au bois de mon cœur, Georges Brassens. Et tout de suite, les expos, mais il n'en reste pas beaucoup dans notre petite liste. Hein. Ouais, il n'en reste pas beaucoup. Alors, faut se dépêcher, justement. Là, nous sommes le 18 février. Il reste donc cette exposition au musée Zatkin, le rêveur de la forêt. C'est jusqu'au 23 février. De même que Jules Adler au musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 23 février également. L'exposition donc à Paris au musée Rodin jusqu'au 22 mars, c'est Barbara Hepworth, donc ça c'est quand même une exposition à voir. Au musée du Quai Branly, Frapper le fer jusqu'au 29 mars. Et une exposition qui, elle, vient plutôt de commencer, les contes étranges de Jacobsen au musée Bourdelle jusqu'au 31 mai. En province, on peut toujours signaler l'exposition Odon à Vannes au musée de la Cohue. Voilà, on a fait à peu près le tour. C'est vrai qu'on n'a pas encore grand-chose de nouveau. C'est en attente, hein, ça va arriver. Ça va arriver au musée Montmartre à partir du 28 février avec Otto Freundlich et à la piscine de Roubaix avec une exposition Gros-Mère, mais ça c'est à partir du 14 mars. Ou au musée Marmottan, ce sera Cézanne et les maîtres rêves d'Italie. Ça commencera le 27 février. Voilà. Et dans la lecture, les mémoires de Jeanne Avril que ma camarade Piquécou a lu. Voilà, les mémoires de Jeanne Avril. Donc, merci Claudie William. Hein, ça faisait partie du petit cadeau de Noël. Donc, après, les mémoires de la Goulue, c'est les mémoires de Jeanne Avril. Jeanne Avril, très différente de la Goulue, mais alors aussi passionnée et habitée par la danse. Donc, aussi dans le livre de la Goulue, c'est l'auteur qui racontait un peu l'histoire de la Goulue après avoir puisé des informations dans le journal qu'elle avait pu retrouver de la Goulue, enfin de Louise Weber dite la Goulue. Là, Jeanne Avril, c'est elle qui raconte ses mémoires avec une précision de lieux, de rencontres. C'est un livre qui est dense au niveau des gens qui sont cités, des lieux qui sont cités. Donc c'est vraiment à conserver comme information à avoir sous le coude si on veut retravailler sur cette époque et sur tous ces lieux de danse qui étaient à Paris. Donc voilà, Jeanne Avril c'est intéressant de découvrir qui elle était. En fait, elle pouvait pas rester, même quand elle rencontrait, qu'elle s'installait avec un homme un petit moment. En fait, il fallait au bout d'un moment qu'elle retourne danser, quoi. C'était pas possible de s'arrêter de danser. Donc c'est très sympa à lire. Et il y a une deuxième partie dans le bouquin qui parle un peu aussi de toutes ces femmes qui dansaient dans les cabarets, qui ont toutes des noms, la Moule Fromage, Grille d'égout, enfin la Goulue en parlait déjà, mais voilà. Donc, on imagine maintenant une vedette de musical qu'on appellerait Grille d'égout. Donc voilà, ça nous plonge en fait dans ce Montmartre et dans ces lieux de danse du 19e. De perdition. Voilà. Donc merci Claudie William, j'ai passé un chouette moment à lire ces deux bouquins. Moi j'ai passé un chouette moment à manger le chocolat. Voilà pour la lecture. Je suis en train. Et pour le culturel, nous avons dans le magasin le Goulag, alors un film très joyeux, enfin une série de 3 documentaires très joyeux sur Arte. Je vais laisser ma camarade en parler parce que bon, elle moi je les ai pas regardés. J'ai regardé que le premier hier. Toi, tu avais vu les 3 en direct quand ils sont passés sur Arte. Moi, j'avoue que le premier commence en 1917, donc le Goulag a commencé dès 1917 au moment de la Révolution russe. Et j'avoue que c'est fait à partir d'images d'archives. C'est la première fois qu'il y a un documentaire qui parle avec autant de précision. En fait, il y a une ouverture des archives. C'est ce qui a permis justement de faire tout ce travail d'investigation sur ce qu'était le Goulag, tous ces hommes qui ont été déportés à chaque époque, toute cette violence et comment en fait ces hommes ont servi de main d'œuvre gratuite pour maintenir un peu la Russie qui économiquement n'y arrivait pas. Donc voilà, donc dès qu'ils faisaient un pas de côté, ils étaient déportés et on les pressait, ils ont construit, ils ont fait des grands travaux, ils ont ramassé l'or, c'est ce qu'on voit moins dans 5000 km de voies ferrées, des canaux énormes qui ont servi à rien, pour un en tout cas, parce qu'il était trop petit, pas assez de profondeur, donc les grands navires pouvaient pas y passer, bref. Une gabegie insensée, quoi, mais une gabegie aussi en vie humaine, parce que c'est plus de 2 millions de morts. Voilà, sur les combien de déportés ? Il y a 20 millions de déportés. 1 million de déportés, vous voyez le truc ? Ouais. Non, on peut parler des nazis avec raison. De la peste brune, mais il y a aussi la peste rouge. Et là, c'était pas beaucoup mieux. Ouais.
Ah ouais, donc c'est vraiment, je pense que ces docs sont visibles, je pense encore un petit moment, donc il faut, je mettrai le lien de toute façon sur le blog, donc voilà, on n'est pas obligé de les regarder, ça dure à peu près 50-55 minutes sur chaque partie, il y a des témoignages, moi je suis toujours étonnée de voir les gens qui ont été déportés pendant 5-10 ans, qui ont survécu à ce travail dehors dans le froid, voilà, 10 heures, 12 heures, 15 heures de travail par jour, avec un système alimentaire en fonction de la force de travail qu'on leur demandait. Enfin, et ces gens témoignent et voilà, c'est bouleversant, quoi. On se retrouve en quelque sorte comment dirais-je, les prisonniers juifs en moins, quoique dans le goulag, comme beaucoup de juifs, si vous voulez, ont participé à la révolution bolchevique, des intellectuels, mais aussi des ouvriers, etc., de confession juive, parce qu'il y en avait énormément en Russie, comme dans toute l'Europe de l'Est, ils se sont engagés évidemment dans la révolution et ils ont payé un lourd tribut. Staline les a pas épargnés. Dans les goulags, il y avait beaucoup de révolutionnaires juifs, comme la vieille garde et compagnie, quoi. Voilà, donc c'est pas sans rappeler, il y a des images, il y a des photos où on voit les déportés squelettiques comme ceux d'Auschwitz ou d'autres camps de la mort nazis. Voilà, et quand on pense qu'un Gugus comme Staline a été à la tête de cet immense pays pendant le temps jusqu'en 53 de 18, oui, disons 18-19 à 53, il faut quand même le faire. Ouais, donc effectivement, le doc, on peut le visionner jusqu'au 10 avril, donc il faut bien ça pour pouvoir souffler entre chaque partie, quoi. Oui, sauf que moi j'ai vu les trois dans la même soirée, et c'est faisable, parce que bon, il faut essayer de prendre un peu de distance, ce qui est assez difficile, mais quand même, c'est quand même plus supportable que de passer 3 heures à regarder la vie des prisonniers d'Auschwitz, de Mauthausen, de tous ces camps de la mort nazis, parce que bon, ces prisonniers, si vous voulez, je dis pas qu'il y avait une fraternité entre eux, ça devait être pire encore que dans les camps de la mort nazis, mais parce que c'était vraiment, si vous voulez, il y avait beaucoup de, comme dans les camps de la mort nazis, il y avait beaucoup de capots, voilà, ils appelaient pas des capots, mais des gardiens, qui étaient d'anciens repris de justice, etc., des gens féroces, puis il y avait la corruption, etc., etc., etc. Il y avait aussi, il faut bien y penser, il y avait aussi les femmes qui étaient considérées comme des objets sexuels et qui étaient, alors elles, les pauvres, les mecs à côté, c'était le paradis, parce que elles, il fallait qu'elles se tapent tous les malades qui avaient dans ces camps, à commencer par les gardiens, voilà, elles servaient vraiment d'objets sexuels, voilà, et il y en avait quelques dizaines de milliers comme elles. Voilà. Comme toujours, elles payent plus que les mecs. Voilà. Bon, et vous écoutez toujours Radio Soulpote, qui est la station des Rapins 100 x 100 ouest en Courbette, qui émet depuis un Garnier et diffuse sur internet à racaille.fr. Et nos remerciements à nos camarades auditrices, auditeurs, ceux qu'on a identifiés, parce que bon, on sait qu'on fait toujours des oublis, on est désolé pour tous ceux qu'on cite pas. Vous êtes des milliers, alors on ne peut pas tous vous citer. Remerciements donc à Claude et André, nos auditeurs de la Notion, Karine, dite Karine Ouzette, une pote à ma pote, Piquet-Cou, qui est une artiste qu'on aime beaucoup. D'ailleurs, elle est sur Facebook, et je me paye ses posts, il y en a de très intéressants. Ça concerne surtout les animaux. Voilà. Enfin, il y en avait un dernier, c'était avec des chats, mais c'est mort de rire. Enfin bon. Claude et William. Alors, Claude et William, dédicace spéciale, nos auditeurs brestois. Quand on connaît Brest, on y allait une fois, nous. Voilà, c'est pas Brest, c'est pas terrible. On ne peut pas dire que c'est très riant. Ma camarade Piquicou, ça n'a pas l'air de la déranger. Enfin, ça monte. C'est curieux, mais ça monte. Voilà.
Alors tout en bas, on a comment ça s'appelle, le pont de recouvrance. Alors ça me fait rêver. En face, de l'autre côté de la baie, il y a des choses, il y a Porspoder qui est pas loin, etc. Enfin bref, on est allé aussi dans un petit bled à côté de Brest là. Ah non, c'est pas à Brest. Si. Mais si. Le petit port. Ah oui, on était à Landerneau. Landerneau, bah si, comme je suis pas. Ouais, Landerneau, c'est super aussi. Mais bon, nous, on était bien accompagnés à Brest, donc voilà. On a été reçus, c'était princier, on a été mangé dans un restaurant asiatique, etc. Le soir, on a eu droit à un petit goûter, et puis on est reparti avec de quoi nous sustenter dans le train. Ah non, Claude et William, c'est des cas. Bon! On vous salue, camarades brestois. C'est l'accueil en même temps, c'est un accueil breton, c'est en Bretagne, Brest. Oui, bah voilà. Bon. Jean-Paul Souvraz, notre artiste du coup de qui à branche, dans Schnorr, un très très grand peintre. Claudine, la camarade de ma camarade, qui est assez branchouille, question art plastique. Jean Peduzzi, le Valdoise, qui nous envoie, alors en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe avec Jean Peduzzi, mais il n'arrête pas de nous envoyer des infos. On s'en plaint pas non plus. Corinne, notre tapissière préférée, qui est en ce moment en Bretagne chez sa frangine. C'est bien, Corinne, tu prends l'air marin, c'est bon pour la santé. Et puis Joël, notre arlésienne du Caire, qui est dans le désert, on sait pas où. Enfin, on sait qu'il est dans le désert, mais quel désert? Enfin bon. C'est des déserts dans le Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, on ne sait pas. Voilà, il vaut peut-être mieux pas le savoir. Non, je déconne. Voilà. Anne-Emmanuel et Frédéric, des artistes potes avec Corinne et Joël, et potes avec nous aussi, donc Frédéric qui est de Schnorr, de Lille. Juliette Planck, une graveuse émérite qui est en relégation à Rochefort-sur-Mer, on te fait des grosses bises, bien baveuse, chère Juliette. Clément, le graveur qu'on appelle le Van Gogh de la gravure sur bois, mais sur lino, sur tout ce qui peut se graver, quoi. Voilà. Oh, il est pas, comment dirais-je, les graveurs en général, ils sont un peu chiants, question matos, mais lui, il s'en fout. Hein. Dès l'instant qu'il peut graver, il grave. Agnès Dubart, aussi une graveuse, qui était lilloise, ça nous arrangeait bien, mais maintenant, elle s'est tirée dans l'Ariège. On se demande pourquoi. Ils se barrent tous dans l'Ariège. Thierry Morciot, un graveur belge, mais qui reste en Belgique, à Bruxelles, jusqu'aux dernières nouvelles. Peut-être qu'un jour, il nous dira qu'il est parti, lui aussi, à Perpète. Colette, la compagne de Odon, qui a disparu, évidemment, un grand plasticien, et Colette qui s'occupe de l'œuvre de son mari, comme Jacqueline Imbert, qui s'occupe de l'œuvre de Raymond Imbert, son compagnon qui a aussi pris la tangente. Voilà, un peintre extraordinaire, enfin bref, je vous en ai déjà raconté sur lui. Peut-être qu'on vous en racontera encore, parce que le jour où on retournera à la Duse en Bourgogne, alors on ira peut-être voir aussi un de ses enfants qui a repris le flambeau de la peinture. Liliane et Laurence, deux frangines qui écrivent sous le nom de Claude Isner, des frangines qui écrivent des polars. Voilà. Et puis Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qu'on lui fait des gros bisous. Michel Pelloual, un peintre bien aimé aussi. C'était mon voisin du dessus avant que je déménage. Marie-Christine et Christophe, deux cas, si on peut dire ça, des militants de chez militants. On n'en a jamais connu des comme ça, on ne peut pas les suivre d'ailleurs, c'est trop pour nous. Cécile, tu la sens ma cinquième puissance, une émission mythique aujourd'hui disparue, qui était dans une radio qu'on peut même pas dire concurrente, une radio qui n'est plus rien du tout depuis qu'ils nous ont virés. Et Cécile, qui était une camarade courageuse et tout, qu'on aime beaucoup, et puis ainsi que la rousse flamboyante, qui n'est plus rousse et n'est plus flamboyante, mais bon, elle existe toujours et on aime beaucoup ses émissions. José Arthur du Mélange, lui aussi un bon, qui est toujours dans cette radio qu'on a quitté malgré nous. Anne-Isabelle Roubagne, une peintre
de Bourron-Marlotte qu'on avait interviewé dans son bel atelier, puisqu'on avait vu dans la librairie L'Empreinte à Bourron, une librairie magnifique tenue par Florence Quenu, qui fait des petites expositions d'artistes locaux, et c'est là qu'on a découvert Isabelle Roubaille. Puis Colette et Alain, des collectionneurs plus que sympathiques, qui se la jouent pas en tout cas, voilà. Comme Marie-Pierre, mon médecin préféré, qui est aussi une collectionneuse d'art, qui se la pète pas. Christophe dit Lulu, commissaire-priseur. Voilà, on a fait le tour, mais on a encore plein d'autres copains, mais bon, voilà. Ouais, notre auditrice de l'Île-Adam, moi j'aime bien parler aussi, parce qu'on l'oublie souvent et c'est un peu dommage, elle nous avait téléphoné, nous avait contacté. Et puis Kikou ne l'oublie pas, parce qu'elle n'est pas inscrite sur ma liste, mais puis Kikou à chaque fois, plaf. Et puis notre auditrice de... Bon, cette émission qui comptera, évidemment, on estime toujours que nos émissions comptent, on le pense en tout cas. Voilà, est à l'écoute sur notre blog arraclay.fr. Et on se termine avec Milly Smell. Aux armes! Ouais. Salut les copains, les copines. Salut à tous. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent. Nos dames émancipées, les médias sous le roi. Mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sans élevé, entendez-vous, dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras. Pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Comprime et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté liberté chérie, ce qu'on la tue non que l'odeur, amour sacré de la patrie, et la fraternité se meurt.